Est-ce qu'on va devoir éviter la guerre ou est-ce qu'on va devoir finalement rentrer en guerre? À un moment donné, il va falloir qu'on aborde le sujet, puis qu'on en parle avec ce qui se passe dans le monde. Il va falloir que les pays démocratiques commencent à parler de peut-être entrer en guerre. Parce que là, avec ce qui se passe actuellement dans le reste du monde, quand on regarde la Russie et la Biélorussie, la Chine, la Corée du Nord, quand on regarde ces pays-là, ce qu'ils sont en train de trafiquer ensemble, les liens commerciaux, les liens militaires, j'ai l'impression que on ferme beaucoup les yeux sur ce qui se passe en Ukraine, en fait. J'ai l'impression qu'on veut comme pas s'attaquer au problème. Est-ce que finalement l'OTAN aurait peur? Après Hitler, on réalise qu'on avait mis des organisations internationales pour juger les crimes de guerre, pour traduire les responsables de guerre, pour plus que ça arrive, toutes ces affaires-là. Mais on dirait bien que ça marche pas. On dirait qu'il n'y a pas de justice sur la scène internationale. Y aurait-tu finalement pas de justice dans ce monde? Ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau là, d'avoir une justice provinciale, fédérale, une justice dans nos pays, d'avoir un système de justice, mais si c'est pour pas avoir de justice dans le reste du monde, puis sur l'échelle internationale, puis laisser des dictatures tuer des milliers de personnes, puis faire ce qu'ils veulent, puis bombarder des villes, ben, à quoi qui sert? C'est quoi qui vaut notre système de justice? C'est quoi que ça vaut la justice dans le monde? C'est quoi que finalement on en retient de ce sentiment de justice-là? Ça revient-tu à dire que finalement il n'y en a pas de justice dans le monde? Donc aujourd'hui, au sens critique, on va parler de guerre. On va parler de troisième guerre mondiale. Un jour, il va falloir qu'on parle d'un sujet qui fait peur à tout le monde. C'est plate, là. Mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, je pense qu'on ne pourra pas éternellement fermer les yeux sur ce qui arrive. Bienvenue au sens, le sens critique. Critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs racistes. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. Donc, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle, pour pas dire que sur la scène internationale, les choses se corsent de plus en plus. Pour pas dire que ça va pas bien pantoute pour nos voisins puis nos amis ukrainiens. Je pense qu'actuellement, la vice-première ministre du Canada doit pleurer. Je donne tout mon soutien, mon appui puis mes condoléances à Chrystia Freeland, qui est elle-même d'origine ukrainienne. Je veux dire, ça doit pas être facile de voir son pays d'origine être victime d'invasion, de vivre la guerre, puis de voir des civils de sa nationalité, des innocents se faire tuer, bombarder dans des villes qui ressemblent aux similaires de ce qu'on est nous aussi au Canada, au Québec, qui ressemblent à toutes les villes du monde, quoi. Puis je trouve réellement qu'on est hypocrite. Je trouve réellement que c'est hypocrite ce qu'on fait avec l'Ukraine dans le reste du monde. Puis là, aujourd'hui, au sens critique, on ne gênera pas, je ménagera pas mes mots, je ménagera pas mes paroles. Je vais faire un parallèle entre la guerre en Irak, auquel le Canada a participé, là. La guerre en Irak qu'on a financée, puis la guerre en Ukraine pour laquelle on ne veut pas agir. Je vais faire un parallèle entre les deux parce que c'est quand même ironique dans un sens. Vous savez, quand les États-Unis ont commencé la guerre en Irak, quand ils sont rentrés en Irak pour mettre fin aux terroristes, faire la guerre contre le terrorisme, souvenez-vous, ça remonte un peu à
À loin, on est rendu à la présidence finalement de George Bush. Ben, quand les États-Unis ont décidé de faire la guerre en Irak, puis de rentrer là avec leur armée dans ce pays-là au Moyen-Orient, ben le Canada s'est pas posé de questions puis il a décidé d'y suivre. Ça veut dire là, qu'il y a des soldats canadiens qui sont morts en Irak pour faire la guerre contre le terrorisme, contre les associations, les organisations terroristes et aussi dans les intérêts du pétrole, pour faire la guerre au pétrole. Donc pendant plusieurs années, le Parti conservateur à l'époque a financé la guerre au Canada dans des pays étrangers. Il n'y avait pas de problème avec ça, c'était pas grave s'il y avait des soldats qui mouraient là, c'était pas grave. Il n'y avait pas d'invasion, là. Il n'y avait pas, à l'époque, nécessairement de gravité ou de situation gravitaire comme on vit actuellement en Ukraine, là. On a choisi d'aller faire une guerre où ce qu'il n'y avait comme pas d'armée à combattre. C'était juste une chasse, une quête aux terroristes. Et là, je vais dire le mot terroriste entre guillemets parce que ça peut être large, la définition d'un terroriste pour des étrangers qui arrivent dans un autre pays où il y a des régimes qui sont difficilement mis en place, où c'est littéralement un autre contexte socio-économique, comme on dirait, là. Donc, pourquoi aujourd'hui on a peur? On a peur d'envoyer des soldats en Ukraine puis de défendre le peuple ukrainien. Dites-moi pourquoi on l'a fait pour la guerre en Irak. Les Canadiens se sont pas posé de questions puis ont dit let's go. On va faire la guerre aux terroristes en Irak. On n'a pas de problème avec ça, même si on ne sait pas c'est qui qu'on va combattre. Puis là, il y a une armée russe qui envahit un pays puis qui tue des innocents. Puis on a un complexe à déclarer la guerre puis à dire, ben nous autres, on envoie nos soldats en Ukraine, puis c'est bien de valeur ce que la Russie pense de ça. On touchera pas leur territoire, on n'envahira pas leur territoire comme ils pensent, mais on va défendre les Ukrainiens. C'est clair qu'on va envoyer nos soldats puis notre armée pour les défendre. Si ça, c'est une déclaration puis c'est un acte de guerre, eh bien tant pis, là, parce qu'on a fait plus pour moins que ça en Irak. Donc, je trouve les États-Unis un peu hypocrites dans ce dossier-là aussi. Si nos organisations internationales, si les cours internationales, si tout ce qu'on est capable de faire pour aider l'Ukraine, c'est mettre des sanctions économiques contre les riches puis les oligarques russes, là, puis de bloquer leurs transactions financières, les couper du monde, ok, c'est bien beau, là. C'est beau pour s'attaquer à leur économie. C'est clair que ça marche, mais est-ce que ça sauve les Ukrainiens? Je suis pas sûr. Est-ce que ça sauve vraiment puis réellement des vies en Ukraine? Je suis pas sûr. Je pense que ça fait plus appauvrir puis affaiblir la population russe. Puis malheureusement, pour la majorité des Russes, ils sont victimes d'un régime autoritaire dans lequel ils sont pauvres puis ils n'ont pas de pouvoir. Ça fait que pour la plupart, déjà là, c'est des victimes aussi en partant. Fait que je suis pas sûr que dans un fait, on s'en prend aux bonnes personnes en s'en prenant au régime en tant que tel. Comprenez-vous la nuance? La majorité des soldats russes sont endoctrinés de force puis sont attirés par la l'appât du gain puis l'argent. Ils partent en mission spéciale pour eux autres. Une fois que leur contrat finit, là, ils rêvent qu'ils vont retourner chez eux, dépenser leur argent avec leur famille puis vivre une belle vie en Russie. C'est la propagande qu'on leur a promis. Moi, je veux dire, ce que je vois là, c'est même pas une guerre, là. C'est une extermination. Une extermination du peuple ukrainien. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, quand on sème l'indignation générale partout dans le monde, puis que là, l'Union européenne estime que ça s'apparente à des crimes de guerre. Ça, c'est des beaux mots, là. Puis que là, on dit que les responsables devront rendre des comptes. Ouais, mais comment vous allez faire ça? Comment ça fait des mois qu'on regarde l'Ukraine se faire bombarder, des innocents mourir, puis vous nous dites, vous nous répétez que les dirigeants, que la Russie, que les responsables de ça vont rendre puis vont tenir des comptes.
Mais ça arrive jamais finalement. Je veux pas plaindre la désorganisation. Je veux pas dénoncer l'inefficacité des instances juridiques sur la scène internationale. Non, loin de là. Je le sais que ça doit être des processus qui prennent du temps, de la diplomatie, des discussions. Mais là, il n'y a pas de place à la discussion, là. C'est comme si on essaierait de négocier avec Hitler. On a-tu réussi à négocier avec Hitler? Y a-tu un pays dans le monde qui a réussi à négocier avec Hitler? À part les pays qui étaient nazis comme lui, là, puis qui avaient plein de préjugés racistes, il n'y a pas grand pays qui ont réussi à raisonner Hitler. Il a fallu que Hitler envahisse plusieurs pays avant qu'on l'arrête. Ça a commencé par la Pologne, pris le contrôle de l'Allemagne, contrôlait beaucoup l'Allemagne, après ça la Pologne, ses voisins, puis une fois qu'il a vu qu'il était capable, là, il en voulait plus. Ça fait qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Oui, je suis en train de dire que Vladimir Poutine, là, c'est le prochain Hitler. C'est Hitler. Je m'excuse, là. C'est le parallèle le plus probable. Je peux pas dresser un meilleur parallèle, là. Je veux dire, ce qu'il est en train de faire, c'est hitlérien. Puis pour une fois, là, merci aux Allemands, parce que même les Allemands sont contre ce que Vladimir Poutine fait, là. Même les Allemands approuvent pas les gestes de Hitler. Ça fait que le nouveau Hitler de 2022, le nouveau Hitler moderne, à m'amener, il va falloir penser à faire quelque chose avec puis à l'arrêter. Pour de vrai. Ah, c'est bien beau dire que l'OTAN, qui a été créée pour lutter contre le communisme, ambitionne d'intégrer à condamner des attaques horribles. Fait qu'ils ambitionnent d'intégrer à condamner. Là. Ils les condamnent pas tout de suite, là. Ils pensent qu'ils vont le faire bientôt. Ça va peut-être se faire d'ici 2050, mais que l'Ukraine ait complètement disparu de la carte, puis que ce soit l'URSS. 2.0. Non, parce qu'on est déjà dans un scénario de la guerre froide. 2.0. Numéro 2. On va l'appeler guerre froide numéro 2. C'est l'opposition des États-Unis face au régime communiste, mais on a un États-Unis ramolli puis pas mal plus molle qu'avant. À une certaine époque, les États-Unis en avaient plus dedans, là. Comme quand il s'agissait de la guerre en Irak. Par exemple, ils étaient crinqués au max. Là, il n'y avait aucun complexe à prendre son armée, sortir de son pays, puis envahir un autre pays, puis faire la guerre avec ses soldats, puis protéger des civils. Quand il s'agissait du pétrole, des intérêts pétroliers, de la lutte contre le terrorisme, puis des intérêts des États-Unis en Irak, il n'y avait pas de problème à faire la guerre. Quand il s'agit de protéger une population vulnérable, puis des intérêts de l'Ukraine, par exemple, ben là, on n'a pas intérêt à le faire. Voyons donc. C'est du non-sens, c'est de la contradiction pure. Puis nous autres, le Canada, on a embarqué là-dedans. Puis là, on se dit, oh, c'est triste. C'est triste ce qui arrive en Ukraine. C'est triste, mais qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des armes, OK. Est-ce qu'on les aide à travers ça, vraiment, en leur donnant juste des armes? On leur donne pas des armes pour se faire tuer, par exemple, plutôt? Non, mais si elle peut rendre que ça, la Russie, elle vous fait si peur que ça, là, je veux dire... le reste du monde est quand même pas mal plus grand que la Russie, à quelque part, je veux dire, là. On est quand même pas mal plus de pays qu'ont elles, puis à pas approuver ce qu'elle fait, je pense. Ils sont une minorité, là. Je pense qu'ils devraient pas autant nous faire peur, nous faire trembler. Sont où nos culottes? Sont où les couilles? Sont où les couilles de nos gouvernements, pour vrai? Excusez-moi de l'expression, là, c'est sexiste pour vrai, mais... Autant que les hommes que pour les femmes, là, dans nos gouvernements, elles sont passées où, vos couilles? Le seul qui attaque la Russie de front avec ses mots, c'est Joe Biden. Joe Biden, il arrête pas, mais il fait pas grand-chose non plus.
Je veux dire, à part provoquer la Russie avec ses mots, qu'est-ce que ça fait pour aider les Ukrainiens? Ça fait pas juste envenimer les choses? Faire en sorte qu'après ça, la Russie se défoule encore plus sur l'Ukraine, puis il n'y a personne pour les défendre sur le front de bataille? Ils sont tout seuls parce qu'on les laisse tout seuls? Ah, on veut pas se mouiller, on veut pas se tremper, on veut pas toucher à ça. On va vous donner les armements, les pions puis les dés, puis débrouillez-vous avec la game de risque. C'est domination mondiale, mais l'Ukraine contre la Russie. J'ai peur de vous dire que malheureusement, on est un peu tous concernés là-dedans. Plus que ce qu'on pense. L'Israël, même le président israélien, il condamne fermement les attaques russes contre la population civile de Kiev et d'autres villes en Ukraine. Il trouve que c'est horrible de les voir se faire bombarder. Moi, j'aimerais lui demander comment ça se fait qu'il n'y avait aucune gêne à bombarder les présumés terroristes de la bande de Gaza, là, quand il s'agissait d'exercer son pouvoir sur sa capitale religieuse. C'est tout ça? Je me trompe? Parce que l'Israël, les Israéliens, c'est pas un modèle non plus, là. Ça n'a pas toujours été les gens les plus pacifiques et les plus raisonnables au monde. Mais là, quand il s'agit de la Russie, on dirait qu'ils marchent les couilles serrées, eux autres aussi. Fait que vous êtes en train de me dire que même les pros du bombardement, là, du lancement de missiles, là, ils sont contre ce qui se passe en Ukraine, mais ils restent les bras croisés. Ils ont ben trop peur du communisme, eux autres aussi. Pour une fois, je vais vous dire qu'on a tout un point en commun, là. Société israélienne, capitaliste des États-Unis ou social-capitaliste de l'Allemagne ou du Canada ou des villes démocratiques d'Europe ou des régimes monarchiques britanniques. Je pense qu'on a toutes peur du communisme. On a toutes pour une fois un point en commun, là. On ne cherchera pas à se diviser là-dessus parce que pour de vrai, on a raison d'avoir peur du communisme pour vrai. Le seul pays là-dedans qui a l'air concerné, là, c'est l'Allemagne. C'est le seul pays qui semble réagir avec un certain sens de l'intelligence, là. Eux autres, ils ont vécu ça. Ils savent c'est quoi la guerre. Ils ont vécu ça, les ravages de la guerre en Allemagne. C'est Berlin, une fois de plus, qui annonce des réunions d'urgence, qui se sent le plus interpellé, qui a promis un système anti-aérien qui est attendu depuis longue date en Ukraine. Je donne tous les honneurs à l'Allemagne. Ouais. Je le sais qu'on veut pas voir, on a toujours dit dans notre passé qu'on voulait jamais revoir ce pays-là retomber en guerre, là. Mais s'il faudrait que l'Allemagne fasse la guerre en Ukraine pour les aider face à la Russie, là, pour pas qu'on se retrouve avec un mur à Berlin, là, moi, pour de vrai, je serais pas contre ça. Si pour une fois, on pourrait faire la guerre en Allemagne contre le nazisme, contre l'anti-nazi, faire la guerre justement pour arrêter l'oppression sur la race, là, ça serait beau à voir. Je dis pas que la guerre, c'est beau à voir, mais de sauver des civils, par exemple, qui sont menacés par la guerre, puis de sauver des innocents, ça c'est très beau à voir. Pour moi, il est clair là-dedans là, que la Russie vient attaquer l'Ukraine, puis là, multiplier ses bombardements, parce qu'on a attaqué son pont en Crimée, qui était le symbole de l'annexion en Ukraine, qui était un peu un symbole pour Vladimir Poutine. Mais là, Vladimir Poutine, il accuse l'Ukraine sans preuve. Premièrement, la camionnette est arrivée de son côté, de Russie, a passé une sécurité russe qui n'aurait jamais rien laissé passer de suspect ou de nature ukrainien, avec le racisme qui les habite. On s'entend-tu? Donc, comment l'Ukraine aurait pu faire sauter le pont de Crimée par la pointe de la Russie continentale, par leur propre péninsule, par leur propre territoire? C'est insensé
Et il me semble que c'est bien plus un acte organisé rendu là par la Russie pour faire peur, pour semer la zizanie, pour convaincre son voisin en Biélorussie de participer à sa guerre et de déclencher ainsi une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, parce qu'on s'approche de la troisième, là. Donc pour la Russie, on attaque l'Ukraine, pas parce qu'elle est responsable d'avoir détruit le pont, il n'y a rien qui prouve ça, même qu'on l'a démenti. En fait, c'est juste pour prouver sa force aux yeux du monde, puis dire, ben je ne sais pas vraiment c'est qui a détruit mon pont, c'est peut-être même moi pour manipuler tout le monde, pour semer la controverse. C'est peut-être des terroristes russes, c'est peut-être des terroristes ukrainiens, c'est peut-être n'importe qui dans le monde. Mais je vous envoie un message clair que si on attaque mes infrastructures, ben vous allez vivre puis vous faire bombarder comme l'Ukraine actuellement. C'est une menace envoyée au reste du monde. Puis il s'attaque à l'Ukraine parce que c'est un pays qu'on ne protège pas, qui n'est pas protégé, qui n'est pas assez armé, qui est désarmé, qui est vulnérable, qui est fragilisé, qui est fragile face à la Russie. Fait que la Russie s'attaque aux plus faibles, puis aux plus petits. C'est facile pour elle. Le jour où ce qu'on va défendre l'Ukraine pour vrai, le jour où ce que le reste du monde va vraiment défendre l'Ukraine pour vrai, ça va être moins facile pour lui, par exemple. Vladimir Poutine nous dit qu'il a promis des répliques sévères en cas de nouvelle attaque ukrainienne contre la Russie. Les frappes ont atteint leur objectif. C'est ça qu'on nous assure. Fait que dans le fond, si on s'en va en Ukraine défendre les Ukrainiens, puis qu'on ne rentre pas sur le territoire de la Russie, il n'y a aucun risque d'avoir des répliques de la part de Vladimir Poutine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne rentre pas chez eux. Mais il n'y a rien qui nous interdit, par exemple, de protéger les ravages qu'il est en train de faire dans la maison à côté, par exemple. Mais là, ça va plus loin. Parce que t'as la Russie, t'as la Chine qui partage des intérêts économiques avec la Russie, puis qui s'est fait embarquer et endoctriner là-dedans. Tu sais, la Chine que nous autres au Canada, on a tellement soutenu, puis on a partagé des liens économiques pendant aussi longtemps, qui nous poignarde quasiment dans le dos, là. C'est un coup bas pour la Chine, pour vrai. Puis c'est désolant de voir ça, mais c'est ça qui arrive actuellement. Puis là, t'as la Russie qui essaye d'embarquer la Biélorussie dans sa guerre, puis là-dedans, puis de la monter contre l'Ukraine. Ça fait que pour montrer comment que l'attaque du pont en Ukraine pourrait être un acte du pont, ben c'est un pont en Ukraine, le pont sur la Crimée, ça reste le territoire ukrainien, c'est un pont en Ukraine, c'est un pont russe qui a été construit en Ukraine. Fait que l'attaque du pont en Ukraine pourrait même être une attaque de Vladimir Poutine pour faire croire à la Biélorussie finalement que c'est l'Ukraine qui les a attaqués puis qui prépare une attaque puis des attaques partout là, pour leur faire peur. C'est exactement ça qu'il est en train de dire sur la sphère publique. De toute façon, ça coïncide puis ça fit avec son discours, là. On parle de propagande russe, on va pas embarquer là-dedans, là. Ça fait que le président de la Biélorussie, il dit, il a accusé Kiev, il a accusé l'Ukraine de préparer une attaque contre son pays. Il dit que il y a la Pologne, la Lituanie puis l'Ukraine qui préparent des attaques terroristes et un soulèvement militaire au Bélarus, supposément selon lui. Je ne sais pas qui l'a informé de ça, mais il y a quelque chose dans ma petite oreille qui me dit que ça vient probablement du côté russe. Ce qui me fait remettre beaucoup en question la place de la Russie au sein de l'ONU aujourd'hui. Je veux dire, à voir comment qu'elle manipule les organisations mondiales. Je pense qu'en contexte de guerre, c'est pas une bonne idée de lui donner autant de place dans nos institutions puis dans nos organisations mondiales. Du moins, pas tant que la Russie, que la Fédération de la Russie et que les responsables de ces actes de guerre ne seront pas jugés et traduits en justice devant la Cour internationale pour leurs crimes de guerre contre l'humanité. Ben, si c'est vrai, là, puis que la Pologne, la Lituanie, là, puis l'Ukraine préparent réellement une offensive contre le front russe,
l'armée de Russie qui envahit l'Ukraine? Ben, je me dis que l'Allemagne a intérêt à participer. Je me dis que la France, l'Angleterre, la Suède, la Finlande, que tous ces pays voisins, autant que les Pays-Bas, ont intérêt à participer. Je pense autant à l'Autriche, à l'Espagne, à tous les pays qui vivent dans la crainte autour de la Russie présentement. Là. Combien de pays dans le monde vivent dans la peur juste à cause des actes et des actions de la Russie sur la scène internationale actuellement dans le monde? Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, nous dit lui-même que ces attaques continuelles de la Russie contre les civils sont inacceptables. Ben, s'il trouve ça si inacceptable que ça, si pour le premier ministre du Canada, ces attaques-là sont autant inacceptables qu'il arrête de l'écrire sur Twitter puis qu'il fasse quelque chose pour vrai, il nous dit que ces actes sont répréhensibles. Comment on va rendre ça répréhensible, ces actes-là? Parce qu'on va se le dire pour vrai. On va se dire les vraies choses aujourd'hui. On n'a aucun pouvoir sur la Russie. On voit bien ce que ça donne avec l'Ukraine. On n'a aucun poids pour négocier. On n'a rien, on a les mains vides. On n'a aucune crédibilité même. La seule chose qu'on a, c'est une armée canadienne pour nous défendre. La seule chose qu'on a pour négocier contre Vladimir Poutine, c'est des bases militaires puis de l'armement. Il semblerait que ce soit les seuls arguments que Vladimir Poutine soit capable de comprendre. Vous savez, c'est comme si on avait un homme devant nous qui croit beaucoup à la démocratie. Je suis d'accord, moi aussi ça fait partie de mes valeurs, la démocratie, là, c'est important, il faut protéger ça. Mais là, notre Dalai Lama, là, il essaye de parler à un tank qui est armé jusqu'aux dents, puis qui l'écoute pas. C'est un cœur de métal. Le discours diplomatique, là, il passe pas. Il n'y a plus aucune place pour un discours diplomatique. Vous dites que vous êtes plus déterminé que jamais à demander des comptes au régime russe et à soutenir l'Ukraine, y compris avec une aide militaire soutenue. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer des soldats canadiens sur le sol ukrainien, même si ça implique de participer à un effort de guerre? Ah, c'est clair. C'est clair que je souhaite ça à personne, que j'ai pas envie de faire la guerre, que j'ai pas le goût qu'on fasse la guerre. Je me suis battu pendant des années pour qu'on arrête de faire la guerre au Canada, qu'on sorte notre armée de l'Irak. Mais si malheureusement il y a des Ukrainiens qui se font tuer en Ukraine, parce qu'il y a une armée qui a envahi leur capitale, ben moi je me dois de vous dire qu'on devrait peut-être penser à renvoyer les soldats canadiens en Europe. Sur un territoire de guerre. Puis faire la guerre aux terroristes. Faire la guerre aux gens qui bombardent des capitales puis des villes. Des systèmes économiques, des populations vulnérables, des musées, des écoles, des jardins pour enfants. On ne peut pas tenir la Russie responsable de ses actes, comme vous dites, là. Puis la tenir responsable aussi de plein de choses au sein des institutions de l'ONU et des institutions internationales. En même temps, il va falloir remettre en question sa propre responsabilité, son propre sens des responsabilités. En Grande-Bretagne, ils trouvent ça triste. Ils versent une larme. Ils donnent leur compassion à l'Ukraine. Ouais, ils sont compatissants. Mais pas plus. On parle de la Grande-Bretagne. On parle de Londres. Ils ont quand même envahi le Québec, là. Ils ont colonisé, ils ont fait un empire colonial. Ils ont colonisé l'ensemble, quasiment du monde entier, là. On parle des Britanniques qui, à une certaine époque, ils tuaient puis brûlaient des villages puis ils coulaient tous les bateaux sur leur passage. Violaient les femmes, tuaient les hommes.
Je sais pas trop ce qu'ils faisaient avec les enfants. Peut-être qu'ils les tuaient puis qu'ils les enterraient. Mais maintenant qu'il y a une guerre en Ukraine, puis qu'il y a un pays qui est envahi, puis qu'il y a des innocents qui meurent, là, non. Non. Ils sont juste très compatissants. Wow! Toute qu'une compassion de tordu, pour vrai. Je dois dire au nom des Ukrainiens que j'admire beaucoup votre sens de la compassion, très cher. Je suis désolé si ça vous rentre dedans, mais c'est ce que je pense pour vrai. Je pense que dans notre monde, dans notre culture, dans notre société, on a fait la guerre pour des multiples raisons qui étaient parfois stupides, inconscientes, pour des motifs beaucoup plus stupides. Des motifs là, qui étaient peut-être aussi pires que la raison pour laquelle la Russie fait la guerre en Ukraine. Des motifs religieux, nationalistes, identitaires, suprémacistes, des motifs de division idéologique, des motifs de race, de culture. Non, on s'est tellement fait la guerre sur des sujets comme la langue, comme l'expression. Non, c'est horrible. Puis là, quand il s'agit de l'Ukraine, d'un pays qui se fait envahir, on a toute une petite réticence à vouloir faire la guerre. Là, il n'y a plus personne qui veut faire la guerre. On veut vivre dans un monde en paix. Wow! Ben, moi aussi, je veux vivre dans un monde en paix comme tout le monde. C'est le rêve de tout le monde, là. Sauf que là, on vit pas dans un monde en paix, on vit dans un monde en guerre. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. On vit carrément dans un monde qui est en guerre. Pas si vous le réalisez, je sais pas si les gens y réalisent, là, mais on aimerait tout ça, peace and love, paix pour tout le monde. On pensait qu'après le Vietnam, on allait finir par y arriver, puis non, il est arrivé la guerre au Moyen-Orient. Puis là, les États-Unis puis le Canada, ils capotaient, tout le monde a embarqué là-dedans. Il y a personne qui avait un complexe à faire la guerre en Irak, dans les pays du Moyen-Orient, en Iran, un peu partout là-bas, foutre le bordel. Mais quand il s'agit de remettre de l'ordre en Ukraine, il n'y a personne qui veut agir. Je m'excuse, mais ce serait pas un peu hypocrite? Non. Oui. Peut-être. Je sais pas. On va demander au gars et à Madame des vues. Ouais, à cette heure, j'ai adapté l'expression. C'est plus juste le gars des vues, c'est le gars puis la Madame des vues. Vous savez, la guerre, c'est pas une option, sauf quand malheureusement, c'est la seule option pour rétablir la paix. Quand il n'y a rien qui marche, puis il n'y a rien d'autre qui a marché, là, ben, il faut adapter des mesures d'urgence en conséquence. T'as pognes-tu? T'as comprends-tu? Moi, je comprends la référence puis le petit clin d'œil. Si on ne peut pas protéger l'ensemble de l'Ukraine, ben, on se doit au moins de protéger sa capitale, ses habitants, ses citoyens. Quelque part, on se doit de faire quelque chose parce que la situation ne peut plus durer comme ça, là. C'est la domination de la peur qu'on est en train de faire vivre à l'ensemble de la communauté internationale. On a-tu financé, on a-tu créé l'OTAN, on a-tu adhéré à l'OTAN pour se croiser les bras, nous autres? Qu'est-ce qu'on attend pour inclure l'Ukraine à l'OTAN? C'est quoi qu'on attend pour utiliser l'OTAN pour protéger le monde du communisme? C'est son but. C'est pourquoi on l'a créé. Puis là, au moment où on arrive à se confronter à la situation pour laquelle on a signé des traités puis des accords, on se croise les bras, puis on fait comme s'assire devant la situation. Puis on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui arrive. Ben, ça sert à quoi l'OTAN finalement? C'est ça que je me demande. Ils travaillent pour quoi? Pour nous faire croire qu'ils nous protègent du communisme, mais quand un pays communiste envahit un pays, ils font rien? Franchement, c'est ridicule. C'est invraisemblable. Je pense que ça devrait être les principales concernées puis les principales intéressées, quelque part, là. J'ai l'impression que l'ONU est plus concernée à réagir par rapport à ça que l'OTAN lui-même. C'est spécial, là. Je comprends qu'il y a des civils qui meurent, pour l'ONU c'est aberrant, mais l'OTAN se doit quand même de défendre des pays contre le communisme.
C'est son rôle de protéger des pays du communisme. Un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix de faire entrer des soldats en Ukraine, puis de protéger ce qui reste de la frontière ukrainienne, là, qu'on n'a pas perdu encore, puis de suivre la frontière, de suivre les soldats ukrainiens sur le front, puis de se battre à leur côté, puis de protéger le front et la frontière de l'Ukraine. Pendant que les Ukrainiens font des avancées, nous, on va protéger leurs frontières. Mais on n'entrera jamais sur le territoire russe. Jamais. On ne mettra jamais un pied sur leur territoire. On va juste protéger la frontière ukrainienne, tiens. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous en tenir rigueur aux responsables ou nous attaquer en conséquence de tout ça? Jamais. Je ne verrais pas comment, je ne verrais pas pourquoi, je ne verrais pas sur quel argument, pour quelle légitimité on pourrait faire ça. Par contre, ce qui serait légitime, ça serait de faire un effort puis de participer à un acte de guerre en Ukraine pour défendre les Ukrainiens, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Ce que j'ai à répondre à ça, c'est que oui, c'est triste. On va envoyer nos soldats se faire tuer dans un pays en guerre pour sauver des habitants. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça va nous toucher encore plus. Puis on va réaliser c'est quoi qu'ils vivent en Ukraine, finalement. Ils perdent leur vie, ils perdent des vies, ils perdent des frères, des sœurs, de la famille, des voisins. C'est toute leur vie qu'on est en train de se foutre en l'air, de sacrifier, de détruire. C'est leur ville, c'est leur patrimoine, c'est leur culture. On est en train d'effacer leur musée, leur peinture. On est en train d'effacer ce qu'ils sont, leur identité. Ben moi, je pense que le jour où ce que toutes les armées puis que toutes les troupes armées de l'ensemble des pays du reste du monde qui vont décider que c'est assez puis qui vont se liguer ensemble, former une association, vont se rassembler ensemble pour former un front armé pour défendre l'Ukraine face à la Russie. Je pense que ce jour-là, Vladimir Poutine va se garder une petite gêne dans son évasion de l'Ukraine. Je pense qu'une démonstration de force s'impose face à une démonstration de force. Parfois, on combat le feu par le feu, comme on dit. Je pense que mec, il réalise que sous ces bombardements, il y a des soldats canadiens, des soldats britanniques, des soldats américains, des soldats israéliens, des soldats de tous les pays du monde qui sont en train de mourir, essayer de sauver les habitants qu'il est en train d'exterminer. Ben, il va peut-être se garder une petite gêne, comme on dit. Peut-être pas non plus, là. Mais en tout cas, nous autres, chaque pays du monde, on va être bon pour l'accuser de crime de guerre. Ça, c'est clair puis c'est sûr. Vladimir Poutine est prêt à sacrifier des soldats pour envahir l'Ukraine, pour tuer des civils innocents. Ben, moi, je serais prêt à sacrifier des soldats pour défendre des civils, puis empêcher des soldats de tuer une population innocente puis d'envahir un pays qui ne mérite pas de se faire envahir puis défendre une capitale qui ne mérite pas de tomber sous les mains du régime communiste et redevenir l'URSS. Si ça implique de perdre quelques vies pour en sauver plus, ben je me dis qu'on est peut-être mieux de rentrer en guerre. Je me dis qu'on est probablement mieux armés, tous ensemble. La communauté internationale est probablement plus forte, soudée ensemble, qu'un seul pays communiste comme la Russie qui est isolé comme jamais. Je me dis que la Russie est fatiguée. La Russie manque de ressources. La Russie est en train de nous donner un aperçu un peu de sa propre médecine. Ben, je pense qu'il est temps de trouver un remède à ça, là, puis ça va être d'intervenir un jour ou l'autre. Puis ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne soigne pas à m'amener... On n'approche pas un tank armé avec la diplomatie. Il faut être réaliste. Là. Parfois, ça prend des traitements chocs. C'est ça qui arrive. On va-tu commencer à vivre dans la peur, à vivre dans des bonnes cœurs, parce que Vladimir Poutine a décidé de faire des siennes partout dans le monde entier et de semer la terreur? Est-ce qu'on va se laisser abattre comme le peuple ukrainien actuellement qui se fait bombarder d'un bout à l'autre? On a-tu peur de participer à cette guerre-là parce qu'on a peur que ça nous arrive ou est-ce que finalement on attend que ça nous arrive pour réagir?
On a-tu peur finalement de confronter l'armée russe? On a-tu peur de l'avouer puis de le dire, puis qu'ils l'entendent eux-mêmes? Il est passé où votre courage à vous autres? Moi, j'aimerais ça qu'on demande à nos soldats, que nos dirigeants, que nos politiciens, que nos médias, que les gens aillent sur nos bases militaires et demandent à nos soldats c'est quoi qu'ils pensent de la guerre en Ukraine, puis comment qu'ils se sentent impuissants par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour les aider. J'aimerais ça qu'on aille à la rencontre du personnel militaire pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent eux autres de la guerre en Ukraine. J'aimerais ça savoir c'est quoi que le personnel militaire de chaque pays pense de cette guerre actuellement, là. C'est quoi leur solution, eux autres, pour ça? C'est quoi qu'ils pensent qu'on devrait faire pour vrai? Ils pensent-tu qu'on devrait pas agir puis se croiser les bras puis rester là à regarder ça? Ou est-ce qu'ils regardent leur installation, leur armée, leur armement, leurs soldats puis ils se disent pourquoi qu'on reste les bras croisés à regarder des innocents se faire tuer alors qu'on est formé pour les aider puis les sauver, tabarnak? Je serais intéressé de savoir ce qu'ils pensent, à leur demander pour vrai. Je pense que si leur réponse, c'est de nous dire qu'on devrait peut-être aller les aider, là, qu'on devrait peut-être penser à envoyer des soldats en Ukraine, que ce serait peut-être le temps d'y penser. S'il y en a qui ont réellement la volonté d'y aller, ben, pourquoi qu'on se priverait de le faire? Sous la peur des menaces du régime de Vladimir Poutine? Vous savez, vous voulez que Vladimir Poutine puis que la Russie rende des comptes pour ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine? Ben, il y a une façon de le faire, puis la façon la plus directe de le faire, c'est d'envoyer des soldats. Si Vladimir Poutine puis la Russie se préparent réellement à envoyer là, des milliers de soldats en Ukraine en plus, là, c'est une invasion totale. C'est pas une invasion partielle. Là. On s'approche d'une invasion totale. Je le sais qu'il n'y a aucun dirigeant qui veut se retrouver dans cette place-là, dans cette position-là. On voulait pas vivre la pandémie, on l'a vécu pareil. On veut pas vivre la guerre, on veut pas revivre le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, mais à un moment donné, là, on peut pas laisser ça se faire gratuitement. Vous savez, c'est bien beau de dire on va te faire payer ce que tu fais, dire à Vladimir Poutine, puis à son régime, puis à la Russie, puis à ces choses qui font des crimes de guerre, là, à ces hauts dirigeants qui font des crimes de guerre, à ces généraux de guerre qui font des crimes contre l'humanité. C'est bien beau de dire qu'on va les traduire en justice. Mais avant de les traduire en justice, puis de traduire quelqu'un en justice, il faut commencer toujours bien quelque part par l'arrêter. Il faut l'arrêter. Comment qu'on fait pour l'arrêter si on fait rien? Si on n'envoie pas de force, d'autorité pour l'arrêter? Hein? Comme des policiers, comme des soldats, comme des gens armés pour défendre les citoyens innocents. On accuse un pays puis une fédération d'un crime à l'échelle internationale, mais il n'y a personne qui veut l'arrêter. Donc, on a un coupable, on a un président de la Fédération de la Russie qui est coupable de crimes de guerre, qui a tué des personnes innocentes gratuitement, mais il n'y a personne dans le monde entier qui veut vraiment l'arrêter. La vérité, on va se la dire, c'est qu'ils ont toutes peur, ils ont toutes trop peur, devant Vladimir Poutine. Puis ça va durer aussi longtemps que les pays du monde ne se seront pas réconciliés avec la Chine. Ouais, parce qu'ils ont peur que la Chine s'associe avec la Russie. Puis la Chine, c'est un pays qui est très peuplé. Donc ils ont peur. Ils ont peur de l'armée chinoise. Ben, à m'amener, il va falloir se réconcilier avec la Chine aussi, là. Hein? Il va falloir admettre que sur certains dossiers, on l'a pas mal échappé. Il va falloir admettre que certaines relations diplomatiques ont été abîmées, un peu brisées, qu'il y a des choses à réparer. Puis il faudrait pas laisser cette situation-là gagner puis avantager la Russie. Hein? Puis donner toute l'énergie qu'on a mis dans les relations Canada avec la Chine, là, partir en feu, là, en fumée, au profit de la Russie.
Non, c'est parce qu'on a travaillé fort au Canada avec Pierre Elliott Trudeau pour développer des relations avec la Chine. On pourrait au moins essayer de les préserver, là. Au moins pour nous sauver un conflit intérieur puis une guerre internationale, ça serait pas pire. Le Canada pourrait jouer son rôle pour une fois. Je sais